La Première Guerre mondiale, seconde partie, quelques sujets autour du conflit. Les États-Unis dans le conflit. Pourquoi n'interviennent-ils pas en 1914 ? Dès le 4 août 1914, le président Wilson annonce la neutralité des États-Unis dans le conflit. L'objectif était de préserver l'unité d'une population américaine essentiellement composée d'immigrés venant des pays belligérants. Cette neutralité n'empêche pas les États-Unis d'approvisionner les pays de l'entente en énergie, en produits industriels et agroalimentaires, mais aussi en argent frais. Le conflit s'enlisant devient alors très lucratif pour les États-Unis. Alors pourquoi intervenir en 1917 ? Parce que deux événements viennent menacer les intérêts des États-Unis. La guerre sous-marine à outrance, tout d'abord, déclarée par l'Allemagne, qui étendait la guerre sous-marine à tous les navires qui commerçaient avec l'Entente, même ceux des pays neutres comme les États-Unis. Le deuxième événement est plus grave, car il menace l'intégrité territoriale des États-Unis, le télégramme Zimmermann. Il s'agit d'un télégramme envoyé par les Allemands à destination du Mexique, leur proposant une alliance contre les États-Unis en échange d'une partie des territoires perdus en 1848 lors de la guerre américano-mexicaine. Sauf que ce télégramme a été intercepté par les Britanniques et transmis aux Américains. Ces deux provocations amèneront le président Wilson à déclarer la guerre à l'Allemagne, et pas à l'Autriche, le 6 avril 1917. Quel est l'impact de cette intervention sur l'issue du conflit ? Tout d'abord, l'annonce de l'intervention américaine a pour effet de remonter le moral des Alliés, car en février 1917, lorsqu'a lieu la première révolution russe, le front de l'Est est perçu comme fragile, ce qui inquiète les Franco-Britanniques qui redoutent évidemment de se retrouver seuls face aux Allemands. Donc 2 mois plus tard, quand le président des États-Unis déclare la guerre à l'Allemagne, c'est un ouf de soulagement, car il ne s'agit pas d'un renfort d'une dizaine d'hommes. 2 millions d'Américains débarqueront en France pendant la guerre. Et cette armée sera déterminante lors de la deuxième bataille de la Marne en juillet-août 1918, car elle repousse les Allemands vers leurs frontières et les amène à demander un armistice le 11 novembre 1918. La position de l'Italie. Quand le traité de la Triplice est signé en 1882, les accords prévoyaient une intervention uniquement en cas de guerre défensive. En 1914, quand le conflit éclate, considérant l'Autriche-Hongrie comme l'agresseur et ne souhaitant pas compromettre l'unité du royaume fraîchement établi en 1870, le royaume d'Italie décide de rester neutre. En 1915, après des négociations avec les deux camps, l'Italie accepte de s'engager auprès de la Triple Entente, France, Russie et Royaume-Uni, qui lui consent des territoires en cas de victoire. Un nouveau front s'ouvre alors au nord-est de l'Italie contre l'Autriche-Hongrie. En novembre 1918, la victoire italienne de Vittorio Veneto est décisive et amène l'Empire austro-hongrois à demander l'armistice, mettant fin au conflit. Avec cette contribution à la victoire et ses 500 000 morts, l'Italie s'attend à obtenir la totalité des territoires promis par la France en 1915. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, et le royaume considérera alors cette victoire comme mutilée et en gardera une forte rancune. Pourquoi s'acharner dans les offensives ? En étudiant les grandes batailles de la Première Guerre mondiale, on peut se demander pourquoi les états-majors s'obstinent dans des offensives dont les morts se comptent par centaines de milliers pour des avancées très faibles. Voici les explications. Concernant les pays de l'entente, cela permettait d'amoindrir les forces allemandes sur l'autre front. Au début de la guerre, les offensives russes sur le front Est n'ont pas été une grande réussite, puisqu'elles sont arrêtées par les troupes allemandes à Tannenberg fin août 1914. Cependant, un de leurs objectifs était de soulager le front français pendant ces premiers mois de guerre. Objectif atteint puisqu'elles ont contribué, en éloignant plusieurs divisions allemandes du front de l'Ouest, à la victoire de la Marne début septembre 1914, ce qui sauva Paris. Réciproquement, nos offensives dont aujourd'hui nous ne comprenons pas l'acharnement, comme celle d'Artois de 1915, avaient également pour but d'alléger le front russe, lui permettant ainsi de tenir jusqu'à fin 1917, juste au moment de l'arrivée des premiers contingents américains. Pour ce qui est de l'acharnement allemand durant la bataille de Verdun, le commandant en chef des opérations, le général von Falkenhayn, était menacé dans son poste. Sa carrière ne tenant plus qu'à un fil, il lui fallait une victoire pour garder ses fonctions, d'où son obstination. Les tentatives de paix pendant la guerre. Devant l'horreur de la guerre, plusieurs voix s'élèvent pour mettre fin au conflit en essayant de trouver un terrain d'entente entre les belligérants. Ces tentatives de paix sont principalement le fait du pape Benoît XV et du président des États-Unis Wilson. À partir de 1916, la lassitude gagnant les différents cercles de la société des pays en guerre, notamment après la bataille de Verdun qui fait plus de 300 000 morts, les deux principaux membres de la Triple Alliance, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, font également des propositions de paix. Mais ces propositions visent davantage à préserver les intérêts nationaux qu'à assurer une paix durable entre les belligérants.
De ce fait, aucune n'est retenue. À qui profite la révolution russe dans le conflit? Rappel des faits. La Russie s'engage dans la guerre en 1914 aux côtés des pays de l'Entente. Après plusieurs défaites et un enlisement dans la guerre, des révoltes éclatent et une première révolution en février 1917 entraîne la chute du tsar. Un gouvernement provisoire s'installe alors et décide de continuer la guerre. Contestant cette décision, les bolcheviks, avec l'appui des Allemands et dirigés par Lénine, lancent une seconde révolution en octobre 1917 et ils prennent le pouvoir. Ils signent avec les Allemands un armistice en décembre 1917, puis une paix séparée en mars 1918, le traité de Brest-Litovsk. Cette situation amène aussitôt les Allemands à retirer leurs troupes du front de l'Est pour les amener à l'Ouest. Donc dans un premier temps, la révolution profite aux Allemands puisqu'elle augmente leur force sur le front de l'Ouest. Cependant, fin 1917, des troupes américaines ont débarqué en France et compensent ce renforcement des lignes allemandes. Donc l'avantage donné aux Allemands est vite anéanti par l'arrivée des Américains. Dans un deuxième temps, les idées communistes portées par la Révolution se diffusent largement dans les milieux ouvriers et intellectuels allemands, amenant à des grèves et des manifestations, ce qui ralentit le fonctionnement de la machine de guerre allemande. Le traité de Versailles. Pourquoi était-il si dur? La dureté du traité de Versailles s'explique principalement par la haine de l'époque envers l'Allemagne. Même si celle-ci considère qu'il s'agissait d'une guerre préventive, soi-disant pour se protéger d'une éventuelle attaque des troupes russes et franco-britanniques, c'est bien l'Allemagne qui déclare la guerre en premier. Pour ces raisons, il est désigné comme seul responsable de la guerre et seul à payer les réparations de tous les dommages engendrés par le conflit en Belgique et dans le nord de la France. Est-il responsable de la montée du nazisme? Le traité de Versailles n'est pas en soi la cause de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Après la guerre, dans les années 20, l'Europe se stabilise et retrouve une certaine activité économique. D'ailleurs, aux élections de 1928, le parti nazi n'obtient que 2,5% des voix. C'est la crise de 1929 qui crée un terreau fertile en Allemagne pour les leaders radicaux. Les deux partis extrémistes à ce moment-là étaient le parti nazi et le parti communiste. Les Allemands ont dû choisir celui qui semblait le moins dangereux, mais il est à penser que si les communistes avaient gagné les élections, une guerre aurait éclaté en Europe. La défaite, le désir de revanche et le traité de Versailles furent surtout des arguments de campagne électorale. La grippe espagnole. La grippe espagnole est une pandémie de grippe particulièrement virulente et contagieuse, ayant fait entre 20 et 100 millions de morts dans le monde entre 1918 et 1919. D'origine américaine et non espagnole, elle est diffusée en Europe avec l'arrivée des premiers contingents américains pendant la Première Guerre mondiale. L'affaiblissement des populations dû aux privations et aux blessures, la proximité des soldats dans les tranchées et le déplacement des troupes fut un terreau fertile à sa propagation. Elle a été appelée grippe espagnole car la plupart des informations la concernant venaient des journaux espagnols. L'Espagne étant neutre pendant la guerre, sa presse était donc plus libre d'en parler que les pays belligérants qui, attentifs au niveau du moral de leurs soldats et de leur population, appliquaient une censure stricte. D'où viennent tous ces empires? Une des particularités de la Première Guerre mondiale est qu'elle entraîne la disparition de 4 empires en Europe. L'Empire russe, tout d'abord, est créé en 1721 sous le règne de Pierre Ier. Il disparaîtra en 1917, année de la déposition du tsar Nicolas II, dernier empereur de Russie. C'est cet empire qu'envahit Napoléon en 1812 lors de la campagne de Russie. Concernant l'Empire allemand, il est proclamé par Bismarck en 1871 dans la Galerie des Glaces à Versailles. Depuis 1862, le chancelier s'est forcé à réunifier les peuples allemands autour de la Prusse. Et afin de cimenter cette fraîche unification, rien de mieux que la création d'un empire après une éclatante victoire sur sa voisine, la France. L'empire disparaîtra en 1918. L'apparition de l'empire d'Autriche-Hongrie est à peu près à la même période. En 1867, l'empire autrichien se transforme en une double monarchie austro-hongroise. Ce nouvel État se présente alors comme l'union de deux pays indépendants unis par l'allégeance à un même souverain, François-Joseph Ier, empereur d'Autriche et époux de la fameuse impératrice Sissi. L'empire disparaît en même temps que l'empire allemand, en 1918. Enfin, l'empire ottoman. Il est également appelé empire turc, Turquie ottomane ou tout simplement Turquie. Les Ottomans apparaissent vers 1299 au nord-ouest de l'Anatolie et s'étendent progressivement en Asie mineure puis en Europe. C'est cet empire qui prend Constantinople en 1453, marquant la chute de l'empire byzantin, et c'est également lui auquel s'allie François Ier en 1536 pour contrer le puissant Charles Quint. En 1914, l'Empire ottoman a beaucoup perdu de sa superbe. Il est appelé l'homme malade d'Europe et disparaîtra après la guerre en 1923. Laurence d'Arabie.
Laurence d'Arabie était un agent britannique qui participa à la défaite de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale sur le front du Proche-Orient. Au début du XXe siècle, le Proche-Orient était presque entièrement sous la domination de l'Empire ottoman. Un mouvement nationaliste arabe existait à l'état embryonnaire, mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces nationalistes recherchent avant tout une reconnaissance de leur culture et ne prétendaient pas vraiment à une souveraineté étatique. Cependant, la situation changea lorsque la Première Guerre mondiale commença à toucher le Proche-Orient. Les Arabes, autour du shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali, espérèrent alors créer un État arabe unifié indépendant de l'Empire ottoman. Dans le même temps, les Britanniques cherchent le soutien arabe pour ouvrir un nouveau front au sud de l'Empire ottoman qui est allié à l'Allemagne et à la Hongrie. À partir de 1916, ils envoient alors des officiers de liaison comme Thomas Edward Lawrence, le futur Laurence d'Arabie, afin de coordonner les opérations sur place. Fin connaisseur de la culture arabe, il aide les Arabes à accumuler les victoires et à repousser les Ottomans vers le nord. Cependant, dès 1916, les Français et les Britanniques prévoient de se partager les provinces arabes de l'Empire ottoman. Ce sont les accords Sykes-Picot. De plus, après la guerre, Hussein Ben Ali se fera évincer par son concurrent Ibn Saoud, qui fondera le Royaume d'Arabie Saoudite en 1932. Mes vidéos sur la Première Guerre mondiale sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, positifs ou négatifs, ça m'intéresse. À la prochaine!